L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de Son Excellence Serge Sargsyan, président de la République d'Arménie. Je demande au service du protocole d'accueillir et d'accompagner Son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence Serge Sargsyan, président de la République d'Arménie, et je l'invite à prendre maintenant la parole devant l'Assemblée générale. Գլխավոր ասամբլեայի հարգարժան նախագահ, հարգելի պարոն գլխավոր Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, la présente session se tient alors que des événements majeurs sont marqués, à savoir le centenaire de la Première Guerre mondiale et le 66e anniversaire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a 70 ans, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies a été créée. Sa mission visait à constituer un nouvel environnement civilisationnel et une nouvelle culture afin d'empêcher les tragédies de se reproduire. 2015 est une année particulièrement importante pour tous les Arméniens du monde. En effet, le 24 avril, les Arméniens vont commémorer la page la plus tragique de leur histoire, le centenaire du génocide arménien. Un crime sans précédent, dont l'objectif était d'éliminer le peuple arménien et de le priver de ses terres. Ce crime continue de hanter tous les Arméniens. C'est une plaie ouverte. Le génocide de 1915 était un crime contre la civilisation et l'humanité. La condamnation de ce crime est donc indispensable. Parce que ce crime n'a pas été condamné comme il se doit, cela a ouvert le voie à d'autres crimes de meurtre de masse après cela. Aujourd'hui, depuis cette tribune, je voudrais dire avec vigueur merci à l'Uruguay, merci à la France, merci à la Russie, merci à l'Italie, à la Belgique, aux Pays-Bas, à la Suisse et à la Suède. Merci à l'Allemagne, à la Pologne, à la Lituanie, la Grèce, la Slovaquie et Chypre. Merci au Liban, à l'Argentine, au Venezuela, au Chili, au Canada et au Vatican. Merci d'avoir reconnu et condamné le génocide arménien, et ce indépendamment du format ou de la terminologie adoptée. Je tiens à remercier les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, ainsi que l'ensemble des personnalités, des organes étatiques, les organisations présentes dans de nombreux pays qui ont publiquement appelé les choses par leur nom. Ceci est extrêmement important dès lors que la négation du génocide constitue l'une des phases de ce crime. Pendant un siècle, les Arméniens du monde entier et l'entière communauté internationale attendent de la Turquie qu'elle fasse preuve de courage et qu'elle affronte sa propre histoire en reconnaissant le génocide arménien, libérant ainsi les générations à venir du fardeau du passé, un fardeau très lourd. Hélas, les messages que nous entendons demeurent ambigus. Les victimes
et les criminels sont mis sur un pied d'égalité et l'histoire est falsifiée. L'Arménie, quant à elle, n'a jamais posé de conditions pour la normalisation des relations bilatérales avec la Turquie. En fait, l'Arménie avait même lancé le processus de normalisation des relations bilatérales, processus qui, en 2009, a débouché sur la signature des protocoles de Zurich. Mais malheureusement, ces protocoles n'ont toujours pas été ratifiés par le Parlement turc. Ankara déclare publiquement qu'elle a l'intention de ratifier ces protocoles, mais seulement si les Arméniens cédaient le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan. En Arménie, et le peuple d'Artsakh rétorque souvent « au diable avec votre ratification ». Cette phrase symbolise à elle seule le combat de toute une nation et explique sans équivoque à ceux qui tentent de négocier la terre d'autrui que la terre est sainte, elle est sacrée et qu'il ne faut pas négocier de telles choses. C'est dans ces circonstances qu'aujourd'hui, Yerevan envisage de ne pas permettre la ratification, de retirer ces protocoles arméno-turcs du Parlement. Les événements tragiques survenus en Syrie et en Irak, auxquels nous assistons actuellement, démontrent que des groupes qui prônent la haine sont en train de cibler des minorités religieuses et nationales. Il y a 2 jours, l'église des martyrs à Deir ez-Zor en Syrie dédiée à la mémoire des victimes du génocide d'Arméniens a été bombardée par les terroristes. C'est un acte barbare. La situation catastrophique en Syrie et au nord de l'Irak continue de se détériorer. Aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes sont en danger à cause de cette situation. Parmi ces personnes, on compte des dizaines de milliers d'Arméniens d'Alep. C'est donc dans cette situation de détresse et d'urgence que nous devons envisager nos engagements communs pour prévenir ces crimes contre l'humanité. L'Arménie, à plusieurs reprises, a dit qu'il était nécessaire de défendre la population arménienne de Syrie et la population yézidi du nord-ouest de l'Irak. Nous avons encouragé la communauté internationale à prendre position de façon unie sur cette question. L'essence même de notre organisation est la préservation de la paix et de la sécurité mondiale. Ces dernières années, l'Arménie a renforcé ses capacités de maintien de la paix, se préparant ainsi à un engagement plus actif dans ce domaine. Les soldats de la paix arméniens seront bientôt déployés au sud du Liban dans le cadre de la mission de la FINUL, et ce, bien entendu, sous les auspices des Nations Unies. Grâce à une collaboration forte avec nos collègues italiens. Je suis fermement convaincu que nos soldats de la paix accompliront leur mission avec dignité et beaucoup de professionnalisme, utilisant notamment l'expérience importante acquise au cours des 10 dernières années dans des missions similaires au Kosovo, en Irak et en Afghanistan. Chers collègues, plus de 20 ans se sont écoulés depuis que notre État voisin a commencé à bloquer tous les efforts de la communauté internationale visant à trouver un règlement juste et pacifique au conflit du Haut-Karabakh, en recourant à une approche peu constructive et maximaliste. Les déclarations bellicistes et les menaces proférées au plus haut niveau par l'Azerbaïdjan, qui n'ont pas été prises au sérieux,
ont conduit à une impunité totale. Le président de l'Azerbaïdjan qualifie d'ailleurs l'ensemble de la nation arménienne comme son ennemi numéro un. Et ce qui est considéré dans le reste du monde comme un crime est considéré comme un acte glorieux en Azerbaïdjan. Bien entendu, tous les conflits sont uniques, mais le respect des libertés et des droits fondamentaux, y compris le droit à la libre expression de la volonté d'un peuple et à son autodétermination, sont encore et toujours des facteurs déterminants pour le règlement des conflits, quels qu'ils soient. Le scrutin qui s'est tenu il y a quelques jours en Écosse prouve une fois de plus que le référendum constitue aujourd'hui un modèle juridique pour le règlement pacifique des conflits ethniques. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le droit à prendre son destin en main a été placé au cœur de la proposition avancée par les coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE pour le règlement du conflit du Haut-Karabakh. Mesdames, Messieurs, alors que nous abordons cette question, la question du conflit du Haut-Karabakh, je me dois d'aborder les 4 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptées pendant la guerre, résolutions qui ont été à maintes reprises et à chaque occasion utilisées par les autorités de l'Azerbaïdjan pour justifier leur politique d'obstruction. Alors que ces 4 résolutions avaient exigé sans condition et de manière prioritaire la cessation de toutes les hostilités militaires. L'Azerbaïdjan n'a pas respecté ces résolutions. L'Azerbaïdjan n'a pas respecté les demandes fondamentales qui figurent dans ces résolutions, ce qui a rendu impossible leur pleine mise en œuvre. Les résolutions susmentionnées appellent les parties à cesser les bombardements et les frappes aériennes ciblant la population civile pacifique, de s'abstenir de violer les principes du droit international humanitaire, mais l'Azerbaïdjan a poursuivi ces bombardements aveugles de la population civile en dépit de ces résolutions. L'Azerbaïdjan n'a épargné ni les enfants, ni les femmes, ni les personnes âgées, bafouant ainsi toutes les normes juridiques et morales du droit international humanitaire. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan fait référence avec cynisme à ces résolutions, les sortant de leur contexte, et ce pour poser des conditions préalables au règlement du problème. Il n'est pas possible d'interpréter de façon adéquate les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies si l'on ne comprend pas la hiérarchie des demandes figurant dans ces résolutions. Les résolutions, entre autres, exige le rétablissement des liens économiques, de transport et énergétique dans la région, ainsi que la suppression de tous les obstacles aux communications et au transport. Ce n'est pas un secret que l'Azerbaïdjan et la Turquie ont imposé un blocus sur le Haut-Karabakh et la République de l'Arménie, et ce, depuis le début du conflit. Le président de l'Azerbaïdjan en est fier d'ailleurs. Il le dit dans ses déclarations. Il dit que cela demeurera une priorité de la politique étrangère de l'Azerbaïdjan. Les résolutions du Conseil de sécurité que je viens de citer appellent l'Azerbaïdjan à établir un contact direct avec le Haut-Karabakh. Cependant, l'Azerbaïdjan refuse d'établir de tels contacts, alors que le Haut-Karabakh est un parti juridique légal à l'accord de cessez-le-feu conclu en 1994, ainsi qu'aux autres accords internationaux. De plus, l'Azerbaïdjan prêche l'idéologie de la haine à l'encontre de personnes et d'individus qu'il veut avoir au sein de son État. Aucune de ces résolutions du Conseil de sécurité n'identifie l'Arménie comme une partie au conflit. Notre pays est appelé, au contraire, à poursuivre son influence
sur les Arméniens du Haut-Karabakh, comme y appellent les résolutions 853 et 884 du Conseil de sécurité, afin de cesser le conflit. L'Arménie a respecté pleinement les accords de cessez-le-feu conclus en 1994 et toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies reconnaissent que le Haut-Karabakh est une partie au conflit. Les autorités de l'Azerbaïdjan, comme je l'ai dit, n'ont pas mis en œuvre les demandes fondamentales des résolutions du Conseil de sécurité, ne respectant pas les normes humanitaires notamment. L'Azerbaïdjan a bafoué ces demandes régulièrement. Le traitement cruel et inhumain par l'Azerbaïdjan des prisonniers de guerre civils arméniens conduit bien souvent à leur décès. Mais je pense que nous ne devrions pas être surpris, car ce même État réprime et traite de manière tout aussi inhumaine son propre peuple. En témoigne d'ailleurs la décision adoptée par le sous-comité des Nations Unies sur la prévention de la torture, qui a décidé de suspendre sa visite en Azerbaïdjan en raison des obstructions auxquelles il s'est heurté dans la conduite de sa mission à Bakou. Le coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE est la seule et unique structure spécialisée qui est chargée de régler le Haut-Karabakh, et ce, d'après le mandat confié par la communauté internationale. Bien entendu, l'Azerbaïdjan est conscient qu'il n'est pas possible de tromper ou de désinformer le groupe de Minsk, qui connaît parfaitement l'origine et l'essence du problème. Cependant, l'Azerbaïdjan essaie tout de même de transposer le règlement du conflit vers d'autres instances en essayant de dépeindre ce conflit comme un conflit territorial ou en exploitant le facteur de la solidarité religieuse, ce qui ne fait aucun sens, car l'Arménie entretient des relations très chaleureuses avec les pays musulmans, et ce, dans le monde arabe et dans notre voisinage immédiat, à savoir avec l'Iran. Mesdames et messieurs, nous savons le rôle indispensable que jouent les Nations Unies pour ce qui est des objectifs de développement, pour leur ajustement et pour leur mise en œuvre. Et je suis fermement convaincue que dans le cadre du programme de développement de l'après 2015, nous poursuivrons nos efforts afin de trouver des solutions et répondre aux difficultés mondiales et ce, dans la continuité des objectifs du millénaire pour le développement. Pour conclure, j'aimerais souligner que nous avons parcouru un long chemin sur la voie du programme de développement de l'après 2015. Et nous allons poursuivre nos efforts en faisant preuve de la plus grande souplesse afin que ce processus parvienne à sa conclusion logique. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie le président de la République de l'Arménie pour son allocution. Je demanderai aux représentants de rester assis pendant que nous saluons le président.